résister, il ne faut rien lâcher. Remise par Monsieur Alain Verdier et Lyrica Leroy du drapeau du mouvement Libération Sud à Enola et Ibrahim, élèves du collège François Verdier de l'Ézat-sur-Lèze. Ouverture des bancs. Au drapeau. Mot de Madame Lyrica Leroy, présidente de l'association Mémorial Forain François Verdier, Libération Sud. Bonjour à tous. Monsieur Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Monsieur Briançon, représentant de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Monsieur Vincent Gibert, représentant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Monsieur Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les représentants de la gendarmerie, monsieur le lieutenant-colonel de la brigade du Mirail, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, monsieur Jérôme Léveillé, principal du collège François Verdier de l'Ézat-sur-Lèze, mesdames et messieurs les professeurs et les élèves du collège François Verdier, monsieur le maire de l'Ézat-sur-Lèze, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, cher Alain Verdier, Yann et Mathieu, chers amis. Cette cérémonie est particulière pour moi. C'est la dernière fois que j'ai l'honneur de la présenter en tant que présidente. Je suis fière de passer le relais. Ce même relais qu'il faut toujours veiller à assurer, transmettre ce que nous savons des valeurs et des combats de François Verdier, ce qui l'a animé, lui et ses camarades de lutte, dans la période la plus noire qu'ait connue la France et l'Europe. Malheureusement, la transmission ne suffit plus. Les idéaux de la résistance sont aujourd'hui piétinés, à commencer par le plus essentiel, la dignité et le respect de la personne humaine. Le venin de la peur, ses ravages et ses désastres, comme disait l'historien Pierre Laborie, mon professeur, s'immiscent de nouveau dans la société. La xénophobie et l'intolérance sont aujourd'hui parmi les fléaux de notre société, comme une insulte à la mémoire de François Verdier et à celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Avant de laisser la place au collège François Verdier de l'Ézat-sur-Lèze, à son principal et à ses élèves, je tiens à remercier les agents de l'Office national des forêts qui veillent sur ces lieux. Je remercie la ville de Colomiers et Madame la maire, Madame Traval-Michelet, pour sa fidélité dans l'accompagnement technique. J'en profite pour saluer le dévouement de Patrick Joubert, qui n'économise pas son énergie pour sonoriser chaque année cette cérémonie. Je remercie infiniment nos orateurs. Isabelle Godéas, présidente des Garibaldiens de Toulouse, et Didier Goupil, écrivain, qui a préparé une nouvelle épistolaire sur François Verdier, qui aimait tant les mots et les livres. C'est la première fois qu'une fiction sera lue ici en forêt. Enfin, merci à Eugénie Béroc, qui interprétera la magnifique chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, en écho au 80e anniversaire de la découverte des camps de concentration nazis.
J'en profite pour partager avec vous un salut amical pour celle qui ne peut pas être ici aujourd'hui, Françoise, la fille de François Verdier, dite Mounette. Pour terminer, je vais vous lire le message de Michèle Courtin, vice-présidente de notre association, en hommage à Jean Raffeno Mangiato, fidèle de cette cérémonie et membre de notre association disparu récemment. Cher Jean, tous ceux qui te connaissent savent que tu n'as jamais manqué le rendez-vous de Bouconne. Tu avais d'ailleurs très tôt souhaité participer à l'association. Si tu n'étais pas présent ces dernières années, c'était parce que tu luttais contre le crabe, comme tu disais. Ce fut un combat de longues années, mais le crabe a fini par gagner. Non, pardon, pas vraiment. Car tu es là, Jean, toujours parmi nous, par ton sourire, par ta bienveillance, et par ton regard porté sur le beau, le vrai, l'essentiel. Les valeurs portées par François Verdier, tu les partageais. Je me permets de reprendre tes mots, consacrés à ce beau projet « L'autre et l'ailleurs », que tu avais souhaité proposer à la communauté éducative de la Haute-Garonne. La frontière est fragile et la sagesse n'est malheureusement pas le sort qui permet à coup sûr de se conjurer du mal. Surtout, après les leçons du XXe siècle et de ses trous noirs, nous savons que les plus hauts degrés de savoir, de culture et de compétences peuvent se mettre au service des pires violences et des barbaries de masse. Tes paroles résonnent toujours dans ce lieu où nous nous recueillons pour rendre hommage à celui dont tu as toujours voulu honorer la mémoire. Ton combat, comme celui de Forain, ne restera pas vain. Que le souvenir de l'humaniste que tu as été puisse continuer à nous aider et à savoir rester vigilant et à faire que le travail de mémoire nourrisse toujours les valeurs de la démocratie. Au revoir, Jean. Mot de Monsieur Jérôme Léveillé, principal du collège François Verdier de l'Ézat-sur-Lèze. Mesdames et messieurs, l'ensemble des élèves et du personnel du collège François Verdier de l'Ézat-sur-Lèze sont heureux d'être présents ou représentés aujourd'hui. C'est par ma voix que l'ensemble du collège souhaite s'adresser, à l'occasion de cette prise de parole, à Monsieur François Verdier. Cher Monsieur François Verdier, tous les jours, nous honorons votre action, votre œuvre, votre lutte, en portant fièrement votre nom au fronton de notre collège. Tous les matins, une foule enthousiaste et insouciante de jeunes haut-garonnais et ariégeois entre dans l'établissement en passant sous le drapeau de la République et devant votre nom gravé en lettres d'or. Tous les matins, les élèves peuvent lire sur une magnifique pierre « Forain François Verdier, né à l'Ézat le 7 septembre 1900, assassiné par la Gestapo en forêt de Bouconne le 27 janvier 1944. » Ces mots nous obligent et nous honorent. Ces mots nous obligent car ils nous rappellent que le travail de mémoire du passé est toujours et encore d'actualité. Tous, élèves et adultes, nous devons inlassablement travailler à entretenir, à maintenir un climat d'empathie, d'ouverture et de tolérance les uns envers les autres. Ces mots nous honorent, car ils sont le rappel silencieux de notre devoir, de notre dette envers vous, notre liberté et notre dignité. Le 27 janvier 1944, des bourreaux vous ont volé votre vie. Un an jour pour jour, avant que le monde ne découvre d'autres sacrifiés par les mêmes bourreaux. Le 27 janvier 1945, des soldats de l'armée russe ouvraient au monde les portes d'Auschwitz. Vous avez sacrifié votre existence au profit de votre engagement qui était juste. Vous avez cru en la France libre, égalitaire et fraternelle. Nous y croyons aussi. Alors, nous la ferons, en mettant dans notre quotidien le souvenir de votre action et de votre combat. Monsieur François Verdier, soyez assurés de notre engagement, de notre dévouement. Soyez assurés que nous mettons toute notre énergie pour que nos élèves deviennent des citoyens libres, éclairés et conscients.
C'est maintenant les élèves et leurs professeurs qui vont vous témoigner leur immense reconnaissance. Merci. Mes chers enfants, mes bien-aimés, Mes chers enfants, mes bien-aimés, je ne vous oublierai jamais. j'ai longtemps lutté pour la liberté. J'ai longtemps lutté pour la liberté, pour la justice et la fraternité. Mon identité, je leur avais cachée. Mon identité, je leur avais caché. La résistance, j'ai organisé. Un jour, ils sont rentrés dans notre foyer. Un jour, ils sont rentrés dans notre foyer et c'est là qu'ils m'ont arrêté. Ils m'ont torturé, ils m'ont assassiné. Ils m'ont torturé, ils m'ont assassiné, car je refusais de parler. Ils m'ont traîné dans cette forêt. Ils m'ont traîné dans cette forêt. Mon image, ils ont dégradé. Ils ont tenté de m'effacer. Ils ont tenté de m'effacer. De mon visage, ils m'ont privé. L'histoire remémorée, honneur restitué. L'histoire remémorée, dans vos mémoires vous me gardez.
Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé, comme Simone Veil, Rosa Parks et François Verdier. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont continué de lutter, comme Greta Thunberg. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ce cri sourd des pays qu'on enchaîne? Oh, et camarades, citoyens d'ici d'ailleurs, c'est l'alarme. Partout autour de nous, ce n'est plus que sang et cris, pleurs et larmes. Résistez, résistez, comme François Verdier. Résistez, résistez, il ne faut rien lâcher. Résistez, résistez, comme François Verdier. Résistez, résistez, il ne faut rien lâcher. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il marche. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Quand tes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Fini l'oppression, tous ensemble nous luttons, plus de doute. Résistez, résistez, comme François Verdier. Résistez, résistez, il ne faut rien lâcher. Résistez, résistez, comme François Verdier. Résistez, résistez, il ne faut rien lâcher. Résistez, résistez, comme François Verdier. Résistez, résistez, il ne faut rien lâcher. Résistez, résistez, comme François Verdier. Résistez, résistez.
comme François Verdier. Un grand merci à tous les élèves du collège François Verdier. Allocution de Madame Isabelle Godéas, présidente des Garibaldiens. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi, présidente des Garibaldiens, d'être ici aujourd'hui. Giuseppe Garibaldi était un républicain convaincu, homme de l'unité italienne, franc-maçon, cofondateur de la Ligue internationale pour la paix et liberté aujourd'hui disparue, héros de l'indépendance des peuples en Italie et en Amérique du Sud. Je ne parlerai pas du parcours des Chemises rouges, le plus ancien groupe combattant étranger en France, rassemblé autour des idées de Garibaldi, mais plutôt de l'universalité des valeurs qu'il défendait, qui sont les mêmes que celles de François Verdier. Certaines idées n'ont pas de couleur politique. À l'heure où l'étranger devient suspect, rappelons-nous qu'un jour, cet étranger a refusé le fascisme et s'est engagé sans s'interroger sur la légitimité de son engagement. A-t-il raison de s'engager pour un pays dans lequel il n'a pas de racines? En a-t-il seulement le droit? S'est-il posé la question du risque qu'il prend? Parmi ceux qui ont connu la mort ou la déportation, je citerai Marcel Langer, polonais, juif, responsable de la 35e brigade franc-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée, guillotiné le 23 juillet 1943. L'espagnol Francisco Ponce Vidal, passeur anarchiste à la tête de son réseau pyrénéen, fusillé, le corps brûlé en forêt de Buzet avec 53 autres compagnons. Et bien évidemment des résistants italiens, Rosina Bette, tuée dans l'attentat des Variétés, la famille Titonel, déportée, Francisco Fostoniti, déporté, et tant d'autres. Certains ont été en contact avec François Verdier. C'est le cas de Silvio Trentin, ancien parlementaire italien, professeur de droit devenu libraire rue du Languedoc. Sa boutique était un lieu de rencontre pour les antifascistes italiens, de nombreux réfugiés, ainsi que ceux qui voulaient faire quelque chose. François Verdier faisait partie de ceux qui fréquentaient les lieux, et avec qui il fit un bout de chemin au sein du groupe Liberté, Égalité, Fraternité. Ils étaient cette résistance cosmopolite. Ils étaient cette résistance à l'image de Toulouse et de sa région. Cet engagement était comme une évidence, et c'est d'ailleurs ce qui ressort de la plupart des témoignages de ceux qui ont fait le choix de résister. Ces résistants, bien qu'étrangers, se sont engagés pour défendre une république qui les avait accueillis. Ils avaient en commun avec les résistants français les valeurs républicaines et humaines. Nous leur devons plus que d'être des noms de rues ou d'établissements scolaires. Ils sont des hommes et des femmes issus de milieux et de cultures différentes qui ont choisi de s'engager au nom d'un idéal. Ils ont donné un sens à des valeurs qui nous sont communes et qui aujourd'hui sont attaquées. Ils vivaient la fraternité dans son sens le plus noble, en créant ce lien d'unité et de solidarité entre les individus, sans distinction d'origine, de culture ou de religion. Ils ont fait de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme le fondement de leur engagement. Ils étaient égaux. Ils ne recherchaient pas de médaille. Leur médaille, c'était la liberté. Certains d'entre eux ont été arrêtés, torturés. Certains ont parlé. Mais qui sommes-nous pour les juger? Ils nous laissent à nous, les vivants, la mémoire de leur sacrifice. Cette mémoire que nous devons transmettre en restant vigilants à ce qu'elle ne soit pas déformée. Par curiosité, et parce que y avoir recours est présenté comme la solution, j'ai demandé à un logiciel d'intelligence artificielle de me raconter François Verdier. Était-il capable de parler de cet homme qui a donné sa vie pour notre liberté, de cultiver sa mémoire, de transmettre tout simplement? Son portrait fut si court et tellement erroné qu'il m'a paru être un copier-coller de notre destin, voire de plusieurs vies emmêlées. Même sa date de naissance était fausse.
Mais surtout, il n'était en rien l'homme que nous célébrons en ces lieux. Il ne reflétait ni ses valeurs, ni ses engagements, ni ses actions. Alors je me suis posé la question, que resterait-il de la mémoire si on la confiait à un programme informatique? Mais au fait, la mémoire, pourquoi faire? La mémoire, c'est la faculté de l'esprit de coder, stocker et récupérer si besoin des données et des informations. Elle occupe une place centrale dans la construction de notre identité, dans nos comportements, dans la façon dont nous nous exprimons, dans les choix que nous faisons. Les peuples ont tous besoin d'un récit mémoriel pour exister. C'est à travers la mémoire historique qu'ils intériorisent leurs origines, le sens de l'histoire, leur adaptation au changement et la capacité d'analyse dans leur rapport au monde. La mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir. La mémoire, c'est ce que nous retenons de l'histoire. La mémoire, c'est se souvenir et transmettre. Et c'est bien pour cela que nous sommes rassemblés 81 ans après, dans le froid du mois de janvier, dans l'humidité d'une forêt pour parler d'un homme, François Verdier. Quel danger représentait-il pour qu'on fasse disparaître jusqu'à son image? Le considère-t-on aussi dangereux mort que vivant? S'agit-il d'une basse vengeance face à un homme qui n'a pas parlé sous la torture, qui a résisté face à ses bourreaux? Son regard restait-il si puissant par-delà la mort? Depuis 1945, date de la première cérémonie, tout semble avoir été évoqué. De sa vie d'engagement, trop courte, de la sauvagerie de sa mort, il nous semble tout connaître, et pourtant. François Verdier, homme de conviction, chef d'entreprise, franc-maçon, juge au tribunal de commerce, président de la Ligue des droits de l'homme, résistant, responsable des mouvements unis de la résistance, région R4. On connaît moins François Verdier, le passionné de rugby depuis ses années sous les couleurs du Touek, le poète qui écrivit des vers qu'il dédia à Maria, sa mère, l'homme plein d'humour qui choisit le surnom de Forain en référence à Jean-Louis Forain, caricaturiste caustique et humoristique. Mais François Verdier, c'est aussi l'homme apprêté avec élégance, le mari de Jeanne, le père de Jacques et Françoise. Mais toujours rappelons-nous de François Verdier, un homme droit et honnête, fidèle à ses convictions, désobéissant aux lois iniques. Il fait partie de ces hommes qui nous ont offert la liberté en cadeau, un cadeau précieux, inestimable, qu'il nous appartient de défendre aujourd'hui plus que jamais. Le 27 janvier 1944, François Verdier est amené ici, affaibli par 44 jours de torture. Il se doute certainement que son parcours s'arrête ici. Ressent-il le froid comme on a pu le ressentir ce matin? Quelles sont ses dernières pensées au moment du sacrifice ultime? Vers qui vont-elles? Sa femme, Jeanne, arrêtée et déportée? Ses enfants, Jacques et Françoise, sa mounette? Regrette-t-il l'engagement qui le conduit ici? Repense-t-il à ces mots qu'il a écrits le 24 janvier dans son journal carcéral et que je vous livre ici? Pour nos amis, Haribo, Mort, Couronne, Mercadier, etc. Je vais peut-être partir pour longtemps, pour toujours. Je vous confie ma femme et ma fille. Aidez-la, conseillez-les, consolez-les. Le départ me sera moins affreux. Jacques à sa mère. Et d'ailleurs, je lui donne aussi quelques conseils. Suivront les mots d'un père à son fils. Il part seul, emportant avec lui ses secrets dans le froid de l'hiver. François Verdier a beaucoup à perdre quand il s'engage en résistance. Son entreprise, sa famille, sa vie. Mais il prend le risque pour une chose qui transcende celle-ci. La République, une et indivisible. Cette République pour laquelle il s'est battu et qu'il ne verra jamais renaître. Il n'a pas connu ces lendemains qui chantent. Aujourd'hui, le buste de François Verdier regarde la villa cossue dans laquelle sévissait la Gestapo. Cette maison dans laquelle ses bourreaux ont tenté de lui extirper ses secrets. Cette maison qui fut témoin de son supplice. Cette maison que son buste fixe pour rappeler le silence face à la torture, l'intégrité face à la barbarie. Nous célébrons ici le courage d'un homme. François Verdier avait foi en l'humain et confiance en l'avenir. On déshonore la justice quand on n'y joint pas la douceur. C'est faire un mal le bien. Il en avait fait sa devise. Si la forêt pouvait parler, elle nous conterait les derniers moments terribles de François Verdier.
Elle nous transmettrait son dernier message, comme un ultime testament. Elle nous dirait sans doute « N'oubliez pas ». Souvenons-nous de ces instants. À travers lui, souvenons-nous de tous ceux qui se sont levés comme lui et qui ont accepté leur sacrifice. Tous ces hommes, toutes ces femmes, Français et étrangers, méritent de vivre dans nos mémoires, méritent que la transmission de leur engagement ne soit pas confiée au règne des machines sans âme. Les survivants nous quittent peu à peu. Bientôt, ils ne seront plus. Ils ont besoin de nous tous pour porter le témoignage de leur lutte, de leurs convictions. Ils comptent sur nous pour faire vivre leur héritage d'une Europe en paix, cette Europe qui nous a permis de nous tenir loin des bombes. Depuis 80 ans, elle nous préserve d'une nouvelle guerre sur notre territoire. Aujourd'hui, celle-ci gronde à nos frontières. La mémoire des conflits passés doit nous orienter vers notre avenir et notre recherche de solutions de paix. Pourrons-nous regarder nos enfants et nos petits-enfants sans nous demander ce que nous avons fait pour éviter une nouvelle guerre si celle-ci survenait ? Je reprendrai pour conclure les mots de Jean Cassou, portés en ces mêmes lieux par Raymond Aubrac lors de la cérémonie de janvier 1988. C'est au nom de ceux des nôtres qui ont risqué la mort pour la liberté que nous vous demandons à vous, à ces jeunes générations, d'être vigilants. Nous vous passons le flambeau. À votre tour de vous battre quand il le faudra, comme il le faudra, pour la justice, la dignité humaine, la liberté. Je vous remercie. Allocution de M. Didier Goupil, écrivain. Il sera accompagné par Pierre Alastri à la guitare. Bonjour. Durant la guerre, la forêt de Bouconne avait retrouvé une activité qu'elle n'avait plus connue depuis des lustres. Outre les bûcherons et les charbonniers, on y croisait les jeunes gens enrôlés dans les chantiers de jeunesse. Des femmes venues de Mondonville ou de Cornebarrière pour glaner la bourdaine, indispensable à la fabrication de la poudre, et bien sûr les groupes de miliciens espagnols frayant les forêts à la recherche des résistants qui s'y cachaient. Autant dire que mon père, en bon garde forestier, ne manquait pas de travail, et ayant mis de côté mes études, j'avais pris l'habitude de l'accompagner dans sa tournée. C'est ainsi qu'au matin de ce 27 janvier, nous arpentions les bois aux abords de la tour du télégraphe, quand, cisaillant le silence, une détonation nous saisit sur place. L'aboiement d'un chevreuil, le coup de feu d'un braconnier chassant la bécasse. À peine le temps de nous poser la question qu'une explosion déchirant l'air fit trembler le sol et les arbres autour de nous. Nous n'étions qu'à quelques bosquets et nous nous sommes mis à courir vers l'endroit d'où elle provenait. C'est quand nous sommes arrivés dans la clairière que nous vous avons vu, étendus dans l'herbe, les bras le long du corps. Nous nous sommes approchés à pas prudents. Les salauds, a craché mon père entre ses dents. Vous n'aviez plus de tête. Une balle trouait votre veste au niveau du ventre, mais surtout, vous n'aviez plus de tête. Une tache de sang qui grandissait à vue d'œil, avait pris la place de votre visage. Les salauds, ils lui ont mis une grenade dans la bouche. Tout en jurant, mon père s'est penché vers vous et il s'est mis à fouiller vos poches. Dans la doublure de la veste, ses doigts souteints ont senti quelque chose. Des bouts de papier froissé, papier à cigarette, morceaux d'enveloppe, papier toilette, et comme une brindille de bois qui s'est révélée être en réalité un petit crayon à papier. Puis, au revers du pantalon, il remarqua la marque du tailleur où était écrit votre nom. Merde, c'est Forain. Forain, ai-je repris à voix haute? Oui, Forain, le patron, le chef. Mais ma parole, c'est une F1, une grenade française. Ces fumiers veulent faire croire que c'est nous qui lui avons réglé son compte. Nous? Oui, je t'expliquerai. Nous habitions la Serre, mais par prudence, nous prîmes la route de Mondonville, où habitait une vieille tante, chez qui nous allions pouvoir reprendre nos esprits et cacher
vos derniers écrits. Je n'avais pas 20 ans, et jamais mon cœur n'avait battu aussi vite. Et si nous tombions sur une patrouille? Et s'il leur venait à l'idée de nous fouiller? C'est dans la cuisine de la vieille tante, devant un verre fumant de chicorée, que mon père me confia son appartenance à la résistance et les raisons pour lesquelles il avait tenu la famille dans l'ignorance. Personne ne savait, pas plus sa femme, ma mère, que ses frères ou ses amis. Pour rien au monde, il n'aurait voulu mettre la vie des siens en danger. Tout en parlant, mon père avait étalé sur la table les bouts de papier trouvés dans la doublure de la veste, et de temps en temps, il en prenait un, le lisait, puis en prenait un autre. Je suis, toutes les minutes, avec vous, près de vous. Je suis comme fou. Ne pouvant en lire davantage, mon père rassembla l'ensemble, se leva et partit le cacher dans la maison. Malgré ce qu'il venait de me confier, il n'était pas nécessaire visiblement que je sache où. Mon père n'avait pas pris avec lui le petit crayon de papier, et sans que je sache pourquoi, je m'en suis emparé discrètement et je l'ai glissé au fond de la poche de mon pantalon. Depuis ce jour, personne n'en reparlant plus, il ne m'a jamais quitté. Sagement rangé tout ce temps dans l'écritoire de mon bureau. C'est avec lui d'ailleurs aujourd'hui que je vous écris. Lorsque mon père est revenu, je me suis levé et les doigts crispés sur le petit crayon de papier, je lui ai dit que moi aussi, je voulais me rendre utile. « Père, je veux avoir 20 ans dans un pays libre », me suis-je entendu dire, avec trop d'emphase sans doute. Puis, soudain, au moment de quitter la maison de la vieille tante, m'est revenue à l'esprit la tache de sang de votre visage, et je me suis mis à sangloter comme un enfant. Un enfant que désormais je n'étais plus. Je n'ai pas été un héros, moi. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai rien fait de grand, de remarquable. Je n'ai été qu'une petite main qui à sa mesure s'est rendue utile, a distribué des tracts, transmis des notes. Pas davantage. Aucun héroïsme de ma part, aucun acte de bravoure. Rien de plus qu'une petite main parmi des dizaines de petites mains qui, chacune à leur manière, ont aidé à la libération. La libération de Toulouse a eu lieu au cœur de l'été. Aux alentours du 15 août, les combattants de la région ont rejoint le maquis Roger de la forêt de Bouconne, auquel nous appartenions, et ont afflué en ville. Ils ont pris position sur les ponts, dressé des barricades aux points stratégiques. Le 19, en compagnie de quelques camarades, nous avons participé au décrochage des plaques des allées Maréchal Pétain, les remplaçant par de nouvelles qui portaient votre nom. Vos noms, devrais-je dire. Votre nom d'état civil et votre nom de résistant et de martyr. Forain, François, Verdier. Pouvais-je rêver d'un plus beau cadeau d'anniversaire? J'avais 20 ans ce 20 août 1944. Nous étions libres, libres de vivre notre vie, comme nous l'entendions. Et cette liberté fondamentale, nous vous la devions. Le soir, alors que nous fêtions l'événement dans un café, à une table voisine, m'est apparue Marie-Louise. Je dis m'est apparue, parce que ce fut en effet comme une apparition. Cette nuit-là, toutes les femmes étaient belles, mais de toutes, la plus belle, c'était Marie-Louise. Après-guerre, j'ai repris mes études, et moi qui me destinais plutôt à l'agronomie, je suis devenu, un peu à la surprise de mon entourage, professeur d'histoire. À la retraite,
Marie-Louise et moi, nous avons quitté Toulouse et sommes venus vivre à Mondonville, dans la maison de la vieille tante, que nous avons entièrement réaménagée. C'est là où s'est joué le cours de mon existence que je vais fêter mon anniversaire. Un bien drôle anniversaire, celui de mon centenaire, rien de moins. 100 ans, c'est impensable, inconcevable, insensé. Durant toutes ces longues années, je vous ai suivi, accompagné, comme on accompagne un ami cher, trop tôt disparu. En 1945, nous étions présents en famille pour l'érection de la stèle commémorative, à l'endroit même où nous vous avions trouvé, mon père et moi, l'année précédente. Depuis, tous les 27 janvier, ou le dimanche qui suit, en tout cas tant que mes jambes me l'ont permis, nous avons pris le chemin de la forêt de Bouconne et participé à l'hommage qui vous était rendu. Régulièrement, j'y ai amené mes élèves. Lors du dépôt de gerbes, ils y ont lu des extraits de vos dernières lettres, interprété le temps des cerises, appris avec leur professeur de musique, et chacun d'entre eux, au terme de la cérémonie, est venu déposer une fleur et un carnet, en mémoire de votre journal carcéral, découvert dans la doublure de la veste. Au soir de ma vie, faisant tourner entre mes doigts le petit crayon à papier avec lequel vous avez inscrit vos ultimes pensées, je sais pourquoi je ne suis pas devenu agronome, comme mes parents le souhaitaient, mais professeur d'histoire. C'était ma manière de prolonger votre engagement, de poursuivre le combat que vous et vos pères aviez mené jusqu'au sacrifice. C'était, d'une certaine façon, retrouver votre visage derrière l'infâme tache de sang et lui redonner vie. Vie et voix. Vous rendre la parole, transmettre année après année à des générations de jeunes gens vos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité a été le moyen pour moi de continuer à me rendre utile. C'était comme une sorte de mission. Bien sûr, devant les atrocités du monde qui n'ont pas manqué durant ces 80 ans, il y a bien des fois où je me suis demandé si nos efforts n'étaient pas vains et le combat perdu. À la mort des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, j'ai eu, pour reprendre les mots d'une autre de vos lettres, affreusement mal à l'âme. C'est comme si j'avais vu de mes yeux la tache de sang en lieu et place de leur visage, et je n'ai pu m'empêcher de me dire que la barbarie ne cesserait jamais. Le diable se cache en l'homme, et nous ne parviendrons jamais à l'en déloger. Heureusement, partout et de tout temps, des êtres ici et là se lèvent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont particulièrement courageux. Pour défendre leur liberté de penser et celle des autres, ils sont prêts à perdre ce qu'ils ont de plus cher, leur famille, leurs biens, leur confort de vie. Ils sont comme la mine de crayon avec laquelle je vous écris cette lettre, simple, fragile et pourtant en un sens invincible. Vous avez été, cher monsieur, de ces êtres-là. Mon humble devoir n'a été que de le faire savoir. Hier à mes élèves, aujourd'hui aux enfants de la famille, et plus particulièrement à ma dernière arrière-petite-fille, Alice, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs à venir embrasser son vieil arrière-grand-père. Votre nom, comme elle le sait, n'est pas simplement celui de la station de métro qu'elle emprunte chaque jour pour se rendre au lycée, mais celui d'un homme véritable qui a donné sa vie pour un idéal de justice et de paix, afin qu'elle puisse, elle, la jeune fille de 2025, tant de décennies après, vivre son existence sans entrave ni contrainte. On sonne. Je crois que c'est elle, justement. C'est le moment de vous dire non pas adieu, mais au revoir. Je repose le petit crayon dans l'écritoire de mon bureau. Il n'a quasiment plus de mine, moi guère plus à vrai dire, pour être honnête, mais aussi simples et fragiles sommes-nous, nous nous efforçons d'être quelque peu utiles tant que nous le pouvons. Et même, tant que nous y croyons, sommes-nous peut-être encore un peu invincibles. Merci. Eugénie Baroque va maintenant nous interpréter
Nuit et brouillard. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps survivra encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs qui ne finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhona ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le temps sèche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans vos wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ô et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des nids font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Oh. Dépôt de gerbes. Portez. Monsieur le Président d'honneur de l'association du Mémorial Forain François Verdier, Libération Sud. Monsieur le maire de Lézat-sur-Lèze et monsieur le principal du collège François Verdier. Monsieur le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Monsieur le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Madame la présidente de la région Occitanie, représentée par Monsieur Briançon.
Monsieur le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Minute de silence. Fermeture des bancs. Merci à tous les porte-drapeaux. Fin de la cérémonie. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des nids font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.